Ce qu'il ne fallait pas manquer cette semaine avec Philippe Wechter. Bonjour Philippe. Bonjour Fabrice. Chef économiste de Natixis. Une semaine chargée, hein, ça y est, cette fois c'est la rentrée. On le voit d'ailleurs parce que les tribulations de Kim Jong-un n'inquiètent plus. En tout cas, on a vu ce tir de missile cette nuit qui est passé finalement assez inaperçu. La bourse japonaise même termine en hausse par rapport à voilà, c'est quelque chose qui inquiétait il y a encore un mois au cœur de l'été. Mais c'est quelque chose qui peut ne pas inquiéter à court terme, parce qu'on imagine mal que les Coréens envoient quelque chose sur le Japon directement ou sur les États-Unis, parce que immédiatement la réplique serait terrible. Mais ça traduit quand même, on doit garder ça en fond d'écran, si je puis dire, parce que ça reste une menace. Le président coréen n'apparaît pas facilement maîtrisable. Donc il faut y être de toute façon très, très attentif, même si la probabilité d'un conflit avec la Corée du Nord apparaît quand même assez limitée. Bon voilà, autre grand titre, hein, c'était toujours hier, la Banque d'Angleterre, c'était une rentrée banque centrale, on a eu la BCE la semaine dernière, là c'était la Banque d'Angleterre, alors qui a mis le feu aux poudres du côté de la livre sterling. Et oui, les Anglais n'arrivent pas à se résoudre à l'idée que leur économie va être pénalisée par le Brexit. Et en fait, l'économie britannique est soumise à deux chocs. Il y a un choc nominal, on l'a vu avec l'inflation du mois d'août qui s'est réaccélérée, et un choc réel lié aux négociations sur le Brexit et qu'on voit dans le comportement des consommateurs, par exemple. Et donc, ces deux chocs, il faut les amortir. Et donc, avant l'été, Christine Forbes, notamment, qui était membre du comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, était favorable à une remontée des taux pour lutter contre le risque inflationniste. Mais McCartney, à l'époque, était plutôt modéré et prudent sur cette question, en disant attention, il y a un risque réel, et c'est ce qu'il a répété tout au long de l'été. Et puis là, visiblement, il y a un changement de position, en disant effectivement, on a une réaccélération de l'inflation. Ça pénalise effectivement le consommateur parce que les salaires ne suivent pas, donc il y a des pertes de pouvoir d'achat, et il faudrait faire quelque chose. Le risque dans cette situation est qu'on pénalise l'économie britannique avec des remontées de taux à un moment où elle est dans une situation qui est plutôt fragile. Donc là, il y a un choix fort de la part de la Banque d'Angleterre et je pense que c'est un choix qui peut être préoccupant et pénalisant pour l'économie britannique, ouais. Parce que moi, je suis très préoccupé par le comportement des consommateurs. Leurs revenus baissent, 3 trimestres de baisse en pouvoir d'achat. Le taux d'épargne s'est effondré. Les ménages s'endettent rapidement pour pouvoir consommer. En fait, ils mettent tout en œuvre pour pouvoir maintenir leur consommation et ils n'ont plus de marge de manœuvre. Donc là, je pense ça va être un peu compliqué. On va voir les premiers, enfin les vrais effets du Brexit. Moi, je pense qu'on commence à les voir et on va avoir probablement... Parce qu'on voit quand même qu'avec la baisse du sterling, les exportations britanniques n'ont pas profité de la situation. Donc il y a une vraie question et un choix qui est fait de lutter contre le choc nominal, le choc sur l'inflation. Il me semble que le choc réel sur l'activité est potentiellement beaucoup plus dommageable parce qu'on imagine assez bien que ce choc nominal sera un choc transitoire simplement et pas quelque chose qui s'installe dans la durée. Autre chose, on a eu les chiffres de l'emploi en France. Est-ce qu'on est sur la bonne pente? Mais on est sur une pente robuste. Hein. On a créé beaucoup d'emplois en France depuis 2013 et notamment depuis 2015. Donc on est sur une situation intéressante parce que quand on regarde les chiffres du deuxième trimestre, et on les voyait déjà un peu au premier trimestre, tous les secteurs s'améliorent. On avait beaucoup d'inquiétudes sur la construction l'année dernière. On voit que depuis le début de l'année, l'emploi dans la construction est reparti parce que l'activité dans la construction est plus forte. On voit que dans l'industrie, au deuxième trimestre, il y a eu 400 emplois qui ont été supprimés. On était plutôt sur 5000 en moyenne par trimestre en 2016. Donc on a un vrai changement et ça reflète ce qu'on observe sur l'activité. Quand on regarde l'indicateur, l'enquête de l'INSEE auprès des industriels, on est revenu au mois d'août au niveau de décembre 2007. Donc on a retrouvé un peu d'allant et ça s'observe sur les chiffres de l'emploi. Et ça, c'est quelque chose
intéressant parce que tous les secteurs contribuent à cette amélioration. Ça veut dire que l'économie française a plutôt tendance à fonctionner sur 4 cylindres aujourd'hui, et ça, c'est plutôt bien. Et d'ailleurs, c'est à l'instar de ce qui se passe en zone euro. Je crois que vous avez fait un petit papier il y a quelques temps sur l'emploi en zone euro, plus 6 600 000 personnes depuis 2013. Absolument, on est sur une dynamique très, très solide de l'emploi en zone euro. On a tout trimestre après trimestre une progression très, très solide de l'emploi. Et comme pour la France, cette dynamique-là est intéressante parce que quand vous créez beaucoup d'emplois, vous générez des revenus. Et quand vous générez des revenus, vous créez une dynamique interne plus robuste. Et si on regarde l'économie de la zone euro ou l'économie française, ceci est associé à un rattrapage sur l'investissement des entreprises. Donc vous avez une dynamique interne qui est beaucoup plus robuste et qui oriente le cycle économique à la hausse de façon significative. Et ça, c'est plutôt intéressant. Et ça a une conséquence, c'est qu'elle limite l'impact que peut avoir la hausse de l'euro sur la croissance de l'économie de la zone euro. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On va continuer dans un instant à regarder ce qui s'est passé cette semaine et à bien sûr regarder ce qui va se passer la semaine prochaine, car les banques centrales sont toujours à l'honneur. On va se tourner vers la Fed. On a eu la Banque centrale européenne, on a eu la Banque d'Angleterre cette semaine, on en a parlé. La Fed, qu'est-ce qu'elle peut nous réserver? C'est le discours, une fois de plus, qui va être observé. On attend, après toute une série d'annonces qui ont été faites par les membres de la Fed, on attend à ce qu'il soit indiqué le moment où la Banque centrale américaine va commencer à réduire son bilan. Elle a préparé le marché à cette situation et donc on attend qu'elle mette en œuvre ce démarrage de la baisse du bilan. On connaît la mécanique. Vous savez que jusqu'à présent, la Fed réinvestissait tous les revenus de son portefeuille. Là, elle va réduire les réinvestissements mois après mois, et que ce soit sur des bons du Trésor ou sur des produits immobiliers ou d'agences, on va avoir une réduction, ce qui fait qu'au bout d'un an, elle réduira de 50 milliards ses réinvestissements tous les mois. Qu'est-ce que ça change, là, justement, pour l'économie, pour les marchés? En fait, on ne sait pas très bien comment les investisseurs, comment les marchés vont réagir à cela. Parce que globalement, la Fed est un intervenant majeur sur le marché obligataire américain. Et là, d'un seul coup, il change de stratégie. Et alors, c'est pour ça que les membres du board de Washington ont averti les marchés depuis un bon moment en disant « on va le faire ». On nous a donné la méthode il y a quelques temps déjà pour que tout le monde intègre ces phénomènes. Mais dans les faits, on ne sait pas exactement comment l'ajustement va s'opérer. Est-ce que ça va se traduire par des taux d'intérêt un petit peu plus élevés, en disant que les opérations de quantitative easing... Il y a un acteur en moins finalement, un gros acteur sur le marché. Et le quantitative easing avait permis une baisse des taux. Est-ce qu'on est dans un phénomène symétrique avec une remontée des taux, ou est-ce que ça évolue différemment? Là, on rentre dans une situation un peu nouvelle. En disant ça, Janet Yellen, du coup, même sans relever les taux, une fois de plus, elle pourrait les faire remonter rien qu'en annonçant, du coup, la diminution de la taille du bilan. L'objectif, très clairement, et en l'annonçant, c'est de faire de telle sorte que ce soit le plus neutre possible. Hein, et là-dessus, ils ont tous les membres du board à Washington ont été très clairs. Il faut que ce soit le plus neutre possible sur le marché. Et l'espoir, c'est que ça affecte peu le niveau des taux d'intérêt. Mais là-dessus, on a malgré tout de l'incertitude. C'est la première fois qu'on rentre dans une opération de ce type-là sur le plus grand marché obligataire du monde. Donc on a un petit peu d'incertitude quand même sur ce qui pourrait se passer. Est-ce que ce sera Janet Yellen justement qui va mettre ça en action ou son successeur? On a vu que Janet Yellen était en grande conversation avec la fille de Donald Trump. Absolument. C'est plutôt la rubrique potin, mais c'est vrai que c'est étonnant puisque Donald Trump lui était plutôt durant sa campagne vent debout contre les membres de la Fed, a promis de tous les virer finalement. Et là, maintenant il a changé d'attitude une fois de plus en disant tout est sur la table. Oui, visiblement, la fille de Donald Trump et Janet Yellen ont plutôt bien dialogué. Et Ivanka Trump a été, semble-t-il, convaincue par Janet Yellen. Alors, elle a apporté le message à son père. Nous verrons effectivement ce qu'il en est
dans les prochaines semaines, puisque le mandat de Janet Yellen s'arrête début février, le mandat en tant que présidente s'arrête début février, donc là on aura très rapidement des éléments, mais c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu nouveau dans la façon de faire, mais c'est très bien, si Janet Yellen peut rester à la tête de la Fed, ce ne sera pas la plus mauvaise nouvelle qu'on ait des États-Unis. Bon, on verra ce qu'il en est de son sort. Est-ce qu'il y a d'autres grands statistiques à suivre la semaine prochaine? Bon, on va être très focalisé sur ces questions parce que globalement, on change de régime. Si la Fed effectivement annonce ce changement de stratégie, de mode de fonctionnement, on change de régime monétaire. Et donc là, il va falloir être très attentif. C'est un point de retournement très, très fort qui dit aussi la crise est finie pour nous aux États-Unis d'une certaine manière. Mais juste pour comprendre pourquoi la Fed fait ça, c'est qu'avec un bilan à 4 500 milliards, avec des taux très bas, elle a très peu de marge de manœuvre. Et donc, il faut que s'il se passe quelque chose sur les États-Unis, sur l'économie américaine, il faut qu'elle ait la capacité de réagir. Pour l'instant, elle est un peu engourdie avec des taux trop bas, un bilan très, très important. Et donc, elle veut alléger son bilan pour regagner des degrés de liberté. C'est ça l'objectif. Bon, dernier mot, tiens, on repart sur l'économie réelle cette fois. On a eu la sortie du nouvel iPhone. C'est toujours un petit événement dans le monde, non seulement de l'électronique, mais aussi grand public. Et puis, c'est quand même la première capitalisation du monde, Apple. Est-ce que ça va changer? On vous parlait justement de peut-être la crise est finie, mais on se pose des questions sur ce cycle aux États-Unis. On voit que ces sociétés continuent à gagner énormément d'argent, ces fameux GAFAM. À partir de quand ça va s'arrêter? À partir de quand c'est trop au niveau des valorisations? Ça, c'est une vraie question parce que, en fait, ce qui est intéressant sur l'économie américaine, c'est que vous avez ces sociétés qui fonctionnent de façon très dynamique, très productive. Et puis vous avez à côté des entreprises qui fonctionnent très mal. Il y a un papier très, très récent qui est sorti d'un universitaire de Stanford qui dit, en fait, quand on regarde, on a les grandes entreprises qui sont très productives, qui versent des salaires et qui ont des capitalisations boursières très importantes. Et puis à côté, il y a tout un tas de petites entreprises qui sont peu productives avec des salaires très faibles. Donc on est dans cette économie avec, pour ces entreprises de grande taille, des effets de taille justement qui jouent très favorablement. Donc elles sont là, elles sont grandes et elles vont rester grandes encore un bon moment. Alors est-ce qu'elles peuvent, est-ce que leur capitalisation boursière peut encore s'accentuer? Probablement, mais voilà, je ne suis pas devin sur ces questions. Mais globalement, on est dans une situation où elles sont a priori encore robustes pour un moment. Ouais, il y a des sociétés tout comme Apple, comme Facebook, Google, qui ont même le PIB, enfin, en capitalisation, le PIB de certains petits États. Est-ce que c'est normal pour l'Union européenne de vouloir plus les taxer, ces GAFA? Ce n'est pas vouloir plus les taxer. C'est que ce sont des entreprises qui ont une activité en Europe et qui payent qui ont une fiscalité très réduite pour des tas de raisons. Et donc, pour l'Europe, ça crée un manque à gagner. C'est-à-dire que ça crée une distorsion de concurrence vis-à-vis de leurs concurrents européens. Et pour les Européens, pour vous, pour moi, sont des contributions qui sont beaucoup trop réduites par rapport à leur activité sur l'Europe. Et donc, en termes de contribution au système de sécurité sociale ou autre, eh bien, on est un peu en dessous de ce qui devrait être fait. Et donc, nous sommes directement pénalisés. Ce que Google ou Apple ne payent pas en France, eh bien, c'est vous ou moi qui le payons. Est-ce que c'est logique? Je ne suis pas sûr. Je ne crois pas. Je crois qu'il faut que... Finalement, directement, ces produits gratuits, ils nous coûtent cher. Voilà. Donc, exactement. Déjà si vous achetez le nouvel iPhone, il vous coûtera cher, mais ça vous coûtera encore plus cher. L'Union européenne qui estime avoir perdu 5,5 milliards d'euros de revenus fiscaux en impôts seulement avec Google et Facebook qui ont 0,10% en imposition simplement. Voilà, et ça change également. L'Union européenne aussi qui va peut-être changer son optique par rapport aux investissements chinois sur le sol européen. On a appris aujourd'hui qui va durcir, notamment pour protéger des actifs stratégiques. C'est toujours la stratégie habituelle sur
dans cette situation, on veut à tout prix rester maître de son destin. On cherche à limiter les situations où on perd trop en substance. Donc il y a des analyses à faire pour effectivement être dans une situation plus confortable dans la durée, parce que il est souhaitable de maintenir une autonomie de croissance à l'Europe. Et donc là, il y a un vrai chantier qui est posé, qui n'est pas contre la globalisation, mais qui est de dire, attention, il faut qu'on conserve notre essence pour pouvoir maintenir notre capacité à croître et à créer et à innover demain. Parce que c'est ça l'objectif, c'est d'être toujours une source d'innovation et qu'on soit capable de générer de la valeur systématiquement. Donc il faut être effectivement attentif à ces questions. Merci Philippe Wechter, avec nous ce matin, chef économiste de Natixis AM, pour commenter ces grands sujets économiques. À très bientôt. Voilà. Dans un instant, la suite du programme sur Téléfinance.